Merci d'être là aussi nombreux. Merci à nos intervenants également. On se retrouve pour 1h30 à peu près de table ronde sur le rapport aux transitions au pluriel, parce qu'elles sont nombreuses, mais au moins au nombre de 2 catégories, sociales et environnementales. Et on a autour de la table des acteurs aussi bien du monde économique, des entreprises, des acteurs plutôt axés également économie sociale et solidaire, le monde de l'association et le tiers-lieu 6B, en tout cas le monde des tiers-lieux qui est représenté, pour voir un petit peu en regard croisé comment chaque acteur aborde les enjeux de la transition, quelles sont les initiatives portées, mais aussi comment les collaborations se font en transversalité et comment ces collaborations pourraient être renforcées demain. On est là aussi pour créer ou renforcer des liens. Dans la deuxième partie de cette table ronde, on va être en interaction, on fera circuler des micros, donc au fur et à mesure que vous entendez des propos qui vous donnent envie soit de poser une question ou de réagir, d'apporter un témoignage, n'hésitez pas à le garder précieusement dans un coin de votre tête ou dans vos notes pour que ce soit le plus interactif possible en deuxième partie. Un petit mot pour présenter le Grand Rebond, donc l'association dont je suis à l'initiative en 2016, mais qui s'est ensuite constituée en collectif avec un certain nombre de partenaires et qui justement travaille sur ces 3 collèges, réseau d'entreprises, associations, tiers-lieux, avec comme objectif de pousser des projets impact en co-construction sur des enjeux de solidarité, sur des enjeux de biodiversité et également de démocratie participative. Et en dehors de ces projets qui nous occupent tout au long de l'année, eh bien, il y a également les rencontres, les événements, la sensibilisation. Ça passe par la tournée des tiers-lieux, ça passe par différentes tables rondes ici et là, comme la semaine dernière près de Strasbourg à la Maison de la Santé et du Citoyen. Et puis également un observatoire avec des publications qui seront beaucoup plus faciles d'accès d'ici 2-3 semaines, puisqu'on va tout mettre en open access sur notre site internet, qui, dans des formats très courts, raconte l'histoire d'acteurs économiques qui ont réussi à développer des externalités positives. Le but étant d'inspirer, en voyant qui fait quoi, ou comment, et montrer que le monde de la PME peut, au même titre que les grands groupes, finalement, opérer un très bel impact avec des externalités positives. Donc voilà pour le Grand Rebond, et vous pouvez retrouver sur le site internet le lien vers la chaîne YouTube. On a enregistré ce matin une émission qui sera diffusée dans quelques jours, mais vous pouvez retrouver les 6 étapes précédentes, chacune des émissions où on a présenté les autres tiers-lieux qui nous ont reçus et les acteurs économiques, associatifs de chacun des territoires. Donc pour démarrer cette table ronde, on va commencer tout de suite. Juste, vous constaterez qu'on a un panel d'intervenants qui est assez riche. On est à pratiquement 10 intervenants, je crois, 10 ou 9, ce qui est vraiment très riche. Donc on va essayer d'être direct dans nos propos pour justement garder une place aux questions-réponses. Mais pourquoi on est monté en nombre aussi haut? C'est tout simplement que vous avez un territoire qui est très dense en termes d'initiatives et c'était difficile de faire moins. Il a déjà fallu réduire. C'était difficile d'être moins nombreux, donc on va faire le maximum pour justement être très concis dans le tour de table. On va commencer tout de suite avec Nathan Levinson, qui était donc sur la table ronde précédente, qui à la fois est ingénieur charpentier, résident au 6B, mais également qui est coprésident, parce qu'on ne peut pas commencer cette table ronde sans parler d'abord du lieu qui nous accueille, le 6B. Est-ce que, Nathan, tu peux nous rappeler quelle est la genèse de ce beau bâtiment et quels sont les chiffres clés en nombre d'activités hébergées, par exemple? Merci de cette présentation. Alors, une autre petite chose, je ne sais pas si c'est dans les choses, mais j'ai une autre casquette, parce qu'au 6B, on est quand même un peu tous bénévoles dans les résidents. Donc je suis voilà, charpentier et je travaille dans le bâtiment. Donc effectivement, on est il y a d'autres personnes qui travaillent ici à construire le territoire.
Et je travaille dans des entreprises coopératives et de l'insertion dans l'éco-construction. Voilà. Donc c'est facile quand on construit en bois parce qu'on est sur des matériaux directement renouvelables. Mais cette urgence dont on parlait, c'est une nouvelle façon d'opérer, d'être ensemble, mais aussi de construire. Donc là, entreprise de marché, entreprise entrepreneuriale, etc. Alors, pour le 6B, c'est une association qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires de fonctionnement dans un peu moins d'1 million d'euros, dont la moitié est issue de la participation aux frais des résidents, donc la location à 12 euros par mètre carré. Voilà, donc ça constitue une grosse base financière. Ensuite, on a des services qu'on propose, la privatisation d'espace. On a ouvert un restaurant qui est maintenant, c'est pas un exploitant extérieur qui fait la restauration, c'est bien le 6B qui a ses équipes en propre, etc. Donc ça, c'est aussi une nouvelle manne économique. Et ça, c'est le chiffre d'affaires, 1 million d'euros, c'est le chiffre d'affaires pour faire fonctionner l'association. Derrière l'association, c'est environ 180 structures, associations, personnes d'intérêt, enfin en personnel ou en moral. Et donc ça représente environ 250 personnes. Voilà. Si on additionne le chiffre d'affaires de chacune des structures qui est hébergée ici, dans le sens où la plupart des structures qui sont hébergées ici travaillent sur ce territoire, répondent à des appels d'offres pour le territoire, travaillent en relation avec des écoles, avec des associations, avec des entreprises, font travailler des artisans, des entreprises du secondaire au tertiaire. On estime ça, et de plus en plus on veut le faire valoir. C'est à peu près une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires si on regroupait finalement. Si on prenait le 6B comme une entreprise et que chacun des résidents était un salarié, par exemple, et qui générait un chiffre d'affaires, pour rapprocher une économie, on va dire, un peu plus formelle, entrepreneuriale, on serait une entreprise avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Voilà. Donc sur un territoire, c'est quand même une entreprise qui commence à peser un petit peu. Et je faisais juste ce petit rebond par rapport à des entreprises, donc de l'insertion professionnelle. On est dans un vrai berceau de l'emploi dans le 93, avec un commuting entre les personnes qui prennent le RER ou le train pour aller rendre des services à Paris ou dans la banlieue ouest, des fois qui traversent la région parisienne et qui logent ici. Donc ici, les gens cherchent du travail. On doit leur proposer aujourd'hui de travailler autrement et de la formation par l'intégration des gens qui sont d'un courage incroyable et qui généralement font des tâches un petit peu ingrates pour notre société. Et donc c'est comment finalement on fait aussi revaloir un petit peu ces personnes-là, cette économie. On en parlait tout à l'heure aussi, on est sur un territoire, il y a énormément d'économies informelles par sa nature même. Comment on peut faire en sorte, et au 6B, on est ce volant inertiel, on est cet endroit où on peut voir ces usages informels qui ont une économie derrière, et une économie plus institutionnelle, plus visible. Voilà. Et donc tout ça est riche. Et aujourd'hui, on réfléchit en PIB économique, mais il y a un PIB de bien-être social qu'on ressent ici. Voilà, comment on le fait valoir, c'est des outils à travailler. Voilà. Alors, on a effectivement échangé depuis ce matin avec un certain nombre de résidents. Tu es aussi toi-même résident. Ce qui ressort, sont les valeurs d'entraide, de cohésion qui sont très fortes, qui existent. Alors, c'est vrai qu'on attaque d'entrée de jeu sur les chiffres et aussi pour faire le lien avec le monde économique. Mais c'est important de souligner que le trait caractéristique des tiers-lieux et particulièrement ici au 6B, sont avant tout des valeurs humaines et du lien humain qui crée une autre forme de valeur. Et il y a un projet de réhabilitation du bâtiment, également d'acquisition du bâtiment. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots sur l'état d'avancement, les montants en jeu ? Alors les montants d'achat du bâtiment, c'est des prix sur lesquels justement c'est un prix de négociation. Est-ce que ce bâtiment vaut 1 euro symbolique parce qu'il était destiné à être détruit et qu'en fait c'était une ruine en termes d'usage, il vaut 1 euro. Sauf que ça fait 10 ans qu'on est là, il s'est créé de la valeur d'usage ici et puis finalement ça suscite des intérêts, des appétits. Le mètre carré à côté vaut un petit peu plus cher. Quand le promoteur il a commencé à construire sa ZAC, en fait à la fin du chantier il pouvait vendre un petit peu plus cher ses mètres carrés. Donc le fait que nous on soit là par exemple a participé à la montée économique du territoire.
Donc cette question du prix d'acquisition du bâtiment, aujourd'hui, elle peut varier entre 1 euro symbolique et 1,5 million d'euros si on fait valoir le prix de ce bâtiment dans des bilans comptables. Ensuite, on a un projet de mise aux normes de ce bâtiment, une première tranche de travaux d'1,5 million. N'hésite pas, ouais. Juste un petit mot pour le micro. Le mien est un tout petit peu plus puissant, semble-t-il, que celui qui circule, donc n'hésitez pas à le rapprocher un petit peu plus. Voilà un petit peu, donc c'est ça. Aujourd'hui, nous, on se projette sur un projet minima à 3 millions d'euros pour acheter et rénover, mettre aux normes, entre guillemets, ce bâtiment. Mais on a rêvé des scénarios d'amélioration, de créer d'autres choses. On pourrait dépenser 15 millions d'euros sans problème. On a les idées pour. Voilà. Et le lien avec les acteurs économiques, plus particulièrement les entreprises, et pas seulement les entreprises de l'ESS, mais les entreprises en général, ils sont déjà noués, ils sont à renforcer, à développer. Comment tu caractériserais les liens ? Alors déjà, nous, on occupe un bâtiment qui appartient à un promoteur privé, donc il a une conscience justement de ses valeurs économiques. On a créé une coopérative au-delà de l'association. L'association était initiale dans la gestion, dont les statuts sont la création, la diffusion, mettre à disposition des communs. Ça, c'est son cœur de métier. Et on s'est rendu compte que pour porter un projet d'acquisition de bâtiments, de gestion foncière, de gestion de bâtiments, enfin d'être propriétaire, c'est des responsabilités qui sont différentes. Et la structure associative est un petit peu à l'étroit pour développer des outils juridiques qui permettent d'être un peu plus forts et d'aller chercher des choses. Donc on a constitué une coopérative qui est faite de plusieurs collèges, dont le collège principal est un collège dédié aux résidents, parce que c'est bien les résidents qui portent le projet, et qui permettent des collèges qui sont réservés pour les institutions publiques, les institutions privées, des mécénats, des amis, des exploitants et les résidents. Donc ça nous fait nos 6 collèges. Et évidemment, on a déjà des soutiens des municipalités, enfin des collectivités qui sont prêtes à mettre déjà un ticket d'entrée. On est suivi par une banque sur les questions d'emprunt. On est en train de négocier justement avec le propriétaire pour savoir s'il peut nous faire un prêt vendeur finalement. Donc on a réfléchi à tout un tas de dispositifs, de comment on finance, comment on impulse déjà la pompe économique. Donc aujourd'hui, oui, on travaille avec Brémont, on travaille avec la Banque des Territoires, on a travaillé avec la Caisse des dépôts, donc qui sont des institutionnels. Pour les entreprises même, Brémont, effectivement, suit le projet. C'est un acteur essentiel clé dès le début de la jeunesse du projet. Il continue de nous suivre. Il attend le bon moment pour impulser les choses. Merci. Alors, on reviendra à toi tout à l'heure. On va continuer avec Stéphane Berdoulet, qui est co-directeur de l'association Allage, également cofondateur de l'entreprise Les Alchimistes et puis co-gérant de la SIC Phare. Donc si vous habitez dans le quartier, vous connaissez certainement Phare, puisqu'on est à quelques mètres à vol d'oiseau d'un bâtiment qui va d'ailleurs bientôt monter de quelques mètres d'un étage, je crois. Stéphane, peut-être commencer par l'association Allage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur l'activité et sur le nombre, par exemple, de salariés ? Merci, bonjour. L'association Allage, c'est une association qui s'est créée il y a 25 ans, juste de l'autre côté de la Seine, par là, okay. Sur l'île Saint-Denis, autour de 2 colères. Une colère contre le taux de chômage et une colère contre le paysage dégradé, l'environnement dégradé, le territoire relégué. L'île Saint-Denis, c'est une île de déchets qui est née de notamment le transfert de terres excavées, de matériaux, de la construction de la ville, du centre, Paris, vers l'extérieur, et puis après qui a accueilli un certain nombre d'industries. Et 25 ans plus tard, c'est 130 salariés, dont 90 qui sont dans des parcours d'insertion, donc c'est salariés en insertion, un dispositif, une politique de l'emploi qui nous amène à être missionnés par les pouvoirs publics pour signer un contrat de travail avec une personne au chômage et la mettre en situation de travail, la former, l'accompagner pour qu'elle nous quitte en ayant repris une capacité à décider de sa vie.
Et dans quoi on fait ça? On fait ça dans les espaces verts, les espaces naturels, les berges de Seine, les parcs, la petite ceinture ferroviaire à Paris, le château de Ménucourt. Donc on est sur 4 départements. Depuis 3 ans, on s'est lancé dans la production de fleurs coupées à destination des fleuristes, dans la suite d'un enthousiasme initial un peu hystérique d'aller dans l'agriculture urbaine, mais de ne pas pouvoir faire de tomates et de concombres dans des sols pollués. Un salarié en parcours nous a dit faisons des fleurs, j'en ai fait pendant 25 ans dans mon pays. Et on est aujourd'hui le plus gros producteur de fleurs du Grand Paris. C'est facile puisqu'on est 4 à faire des fleurs, mais quand même. Voilà. Et depuis peu, on a créé une nouvelle entreprise, aventure entrepreneuriale qui s'appelle les Faiseurs de Terre, avec Neoeco et Topagé, 2 entreprises, qui est cette idée de créer un substrat fertile à partir de terres excavées en profondeur, comme le Grand Paris Express, de matières organiques, d'éléments de la déconstruction, pour éviter ce système qui extrait, évacue ses déchets à l'extérieur et va chercher de la bonne terre à la campagne pour la ramener en ville. Chaque année, on importe 20 millions de tonnes de terre dans nos villes qui sont prélevées à la campagne et à la nature. Et Allage a aussi donné naissance à une autre entreprise qui est une SAS qui a levé 2,5 millions d'euros, qui s'appelle les Alchimistes. Tu peux également nous en dire un mot? Alors, 2 choses. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a le phare. Le phare, c'est un bâtiment qui est de l'autre côté et qui s'est posé en complémentarité du 6B. On pourrait faire les mêmes exercices de dire tous ensemble, associations, coopératives, sociétés commerciales, on pèse des centaines d'emplois, jusqu'à 15 millions d'euros de budget cumulé. Et c'est donc un écosystème d'acteurs qui, à un moment donné, décident d'aller ensemble, parce que ce territoire, il le mérite. Et l'aventure des alchimistes, elle est née dans le phare, avec notamment une autre association qui s'appelle l'Étude des chantiers, et puis avec des personnes physiques, Fabien Kenzo Sato notamment, au début, puis Alexandre Guilly après, sur l'idée qu'on pouvait inventer une solution d'économie circulaire pour collecter la matière organique. Alors la première qu'on a voulu collecter, c'était les couches jetables, les couches des enfants. Puis ça s'est élargi sur d'autres choses, pour les transformer en compost, selon un processus que vous pouvez voir notamment sur notre installation, sur le projet Lilo, qui est au bout de l'île Saint-Denis, où il y a une plateforme de transformation. Quel volume de déchets retraités par mois? Alors les alchimies, c'est une aventure qui est née avec nous, mais qui nous échappe, qui se développe, qui a sa propre vie. Donc j'ai pas de chiffres extrêmement précis. Les plateformes qui sont créées, notamment sur l'îlot, c'est 2 tonnes jour de capacité, et puis ça se développe, je sais, à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Lille et à La Réunion, etc. Donc voilà, mais là je bluffe. Ça nous donne un ordre d'idée. Et juste pour terminer avec le phare, ce sont 23 sociétaires au total qui sont réunis. Le projet d'élévation du bâtiment, c'est à quel horizon? On appelle ça phare 2024, parce que l'idée c'est de faire 2 étages et une terrasse pour pouvoir boire des coups en regardant les Jeux Olympiques d'en haut. Le projet, c'est effectivement, on est dans un bâtiment de 1500 mètres carrés dans lequel il y a eu une volonté de construire une aventure collective, puisque ça se construit tous les jours, et ça a pris la forme d'un véhicule juridique qui s'appelle la SIC, et on est 23 sociétaires. On est une quinzaine d'habitants, on est coincés. Et aujourd'hui, cette surélévation, on veut que ça serve à plusieurs choses, et ça se fait notamment avec un groupement, je nommerai Enora de Enora Postec ou Frédéric Denis pour le côté archi, mais il y a plein d'autres gens, LAO notamment qui est au phare. Et l'idée, c'est que cette surélévation, elle se fasse en ayant un maximum d'insertion et de réemploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude, quand on fait du bâtiment, aussi loin que je puisse en parler, on part de 0 en termes de réemploi et d'insertion, et puis on essaye de monter à 1, 2, 3, 4, 5%. Nous, on part de 100,
et on essaye de ne pas descendre. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, travailler différemment, dès le dessin, dès la conception, imaginer comment les compétences des structures présentes peuvent rentrer dans le projet, comment on accompagne les structures à être prêtes le jour J, comment on accompagne les structures qui ne pourront pas être dans l'insertion pour des raisons réglementaires à trouver une parade pour mettre de l'insertion, et c'est comme ça qu'on vise les 100% d'insertion dans tout le processus constructif. Et je pense que ça sera le fil rouge, comme ça j'ai une phrase de conclusion, par rapport à ce qui a été dit en plus un petit peu plus tôt par Nathan ou par Julien Belair. Le fil rouge, c'est les savoirs. Ce territoire, malgré tous les clichés qui l'étouffent, est riche de savoir du bout du monde et de savoirs qui, par définition, sont révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer les choses. C'est ce qu'on a fait avec les fleurs, en relançant une production de fleurs, alors qu'aujourd'hui le monde les importe à 85% de la Corne de l'Afrique de l'Est, de l'Amérique latine, etc. C'est ce qu'on fait avec les sols, parce qu'on a des centaines de milliers de gens en Seine-Saint-Denis qui ont une histoire avec la terre. Leurs parents, leurs grands-parents ont travaillé la terre. Révélons ces savoirs et faisons des substrats fertiles en économie circulaire. On en a dans le bâtiment. Ici, un jour, dans des discussions avec le 6B, on a inventé le terme de métaboliseur urbain. Comment on peut utiliser des gens qui savent construire de la ville, même informelle, et puis rendre leur savoir visible. Et collecteur-composteur avec les alchimistes, c'est aussi cette idée de déspécialiser les métiers, de faire des métiers complexes où on utilise plusieurs compétences et notamment on part des savoirs de chaque habitant. Merci beaucoup Stéphane, et merci pour l'invitation Première Loge. Tu as 50 places déjà à prévoir, je pense, dans ton bâtiment. On va continuer avec Stéphane Martinez. Stéphane Martinez qui est le fondateur de l'entreprise Moulineau. Donc on est toujours dans le retraitement des déchets, cette fois-ci alimentaire, avec une entreprise de 95 salariés qui a des projections de croissance assez importantes. Mais je te laisse, Stéphane, nous dire plus précisément comment opère l'entreprise et quelles sont les perspectives de développement sur les 3-4 années qui viennent. Bonjour à toutes et à tous. Oui, comment opère cette entreprise? Simplement, on a une spécificité qui est d'accompagner les restaurateurs et les métiers de bouche à écarter ce reste alimentaire. On est capable de le collecter, de le massifier, de le préparer, et on n'est plus dans le déchet, comme vous dites, mais dans la matière première secondaire, qui nous permet de quoi faire? Un retour au sol sous forme de compost. On a une plateforme de compostage où on a réussi à mélanger ce reste alimentaire avec du déchet vert, faire du compost classique, affiner tout ça avec des vers de terre, puisque dans la valeur du retour au sol, elle doit être de qualité, très important. Et une deuxième filière où on s'est rendu compte que cette matière première secondaire pouvait intéresser nos partenaires agriculteurs, et on a trouvé des agriculteurs en Seine-et-Marne qui nous prennent cette matière première aujourd'hui. Donc nous, on leur vend cette matière première secondaire, ils mettent ça dans leur méthaniseur, ils font du gaz, et ils régénèrent leur sol aussi avec le digestat et l'amendement organique. On a pensé que nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'aller capter ces gisements-là, former tout le monde, créer de l'emploi, mais je vais y venir après. Et ensuite, le retour au sol, c'est pas chez Moulineau, même si on a des savoir-faire et des connaissances, mais cette matière première termine dans le champ agricole, c'est eux qui le gèrent, et nous, on est très fiers de faire le pont entre l'urbain et le monde agricole avec cette matière première secondaire. Et même question, en termes de volume de déchets retraités, ça représente quoi? Alors, depuis le début de cette aventure, on a démarré fin 2013, on va dire 2014. On en est aujourd'hui à plus de 55 000 tonnes de valorisés. Je ne vous dirai pas la production énergétique que ça peut donner, mais on a créé déjà derrière 95 emplois. Ouais. Ça, c'est très fort depuis le départ. Et on a eu ces valeurs-là dès le départ sur le côté ESS et ZUS. On a eu ces agréments-là naturellement, puisque dans nos valeurs, dès le départ, il a fallu que je forme les chauffeurs à qu'est-ce que cette matière organique et qu'est-ce qu'on peut en faire, histoire de bien comprendre le besoin du métier et surtout d'impliquer les personnes. On est dans cette matière première. Dans l'histoire de la restauration, il faut savoir qu'on ne parle pas de déchets. Ces restes alimentaires, il y a 2 générations, ma grand-mère, parce que moi je suis la 3e génération, il y avait les seaux à cochons. Ça partait en nourriture animale. Le marc de café était récupéré par quelques jardiniers, puisque c'est un port carboné. Le pain, quand il finissait pas en pain perdu dans les desserts du jour,
il terminait chez les volaillers à Montreuil ou chez les éleveurs de chevaux à Maison-Lafitte. Donc j'ai transmis ce savoir-faire et j'ai appris aussi à mes commerciaux à rentrer au resto, non pas par la porte de devant, mais par la porte de derrière. Et c'est pas le même monde. Donc derrière, j'ai commencé à sensibiliser tout le monde, etc. Et on s'est dit, c'est un nouveau métier. C'est une nouvelle filière de cette matière première secondaire qu'on a perdue. Tout l'impact fort, mais ça je pense que vous le savez, quand on ne trie pas ses restes alimentaires à la source, ils gardent le chemin classique de l'incinération qui est chez nous, c'est pas une critique, hein, c'est le chemin qu'il prend, ou de l'enfouissement. À partir du moment où on fait ça, l'impact social il est néant, puisque c'est pas cette filière-là qui va créer de l'emploi, surtout des nouveaux métiers. L'impact environnemental, pas très bon, puisque derrière ça, c'est incinéré, donc l'incinération provoque de la dioxine, bref, c'est compliqué. Donc, à partir du moment où les restaurateurs, ou vous, demain, en tant que citoyen, on aura à faire ce petit geste-là, l'impact environnemental, il est fort. Et l'impact social est merveilleux, puisque derrière, on a encadré, bien entendu, une formation de chauffeur-collecteur, mais on a encadré des formations d'éco-animateurs. Ce n'était pas des petites formations, c'est 273 heures de formation. On est aussi entreprise d'insertion. On voit très très nettement l'impact environnemental, l'impact social dans ce que tu viens de nous présenter. Il y a une troisième dimension chez Moulineau, c'est l'impact sociétal avec la sensibilisation du grand public. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là aussi comment ça fonctionne ? Alors le côté sensibilisation, on a eu une subvention des quartiers populaires de la ville, de pleine commune, on est très fiers, et ça nous a permis d'ouvrir nos portes aux citoyens et de dire venez voir ce qu'on fait. On travaille aussi avec, par exemple, l'école de la deuxième chance. On rentre dedans, on explique nouveaux métiers, on fait ce qu'on fait. On travaille beaucoup avec les maisons de quartier aussi, et tout ce qui est lycée pro aussi, où on rentre dedans. Et là, on va essayer de faire venir les lycéens chez nous pour qu'ils découvrent le métier, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cette matière première. Oui. Bravo pour le succès et la croissance en nombre de collaborateurs dans quelques années. Alors, la croissance est arrivée suite au Covid, puisqu'on a eu 100% de croissance, nous, depuis le début, et le Covid, on s'est retrouvé à 8% d'activité. Compliqué, quand on a 50 de croissance forte, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On a un savoir-faire, l'impact social, on l'a montré, on l'a prouvé, l'impact environnemental aussi. En France, l'obligation, elle est 2024, tout le monde devra le faire. On a pris parti de se dire, c'est le sens de l'histoire, voilà, on crée de l'impact social et environnemental, allons-y. On est à 5% de valorisation de cette matière en France. Moi, je n'ai pas voulu attendre la reprise suite au Covid, donc le 4 avril, pour vous donner la date exacte, le Covid, on l'a pris le 16 mars. Le 4 avril, j'ai dit à mes gars, c'est très simple. Maintenant, l'objectif 2024, c'est d'y aller. On va montrer qu'on a aussi un savoir-faire en France sur une nouvelle filière de bon sens. Donc on s'est retrouvé à accompagner des restaurateurs, des marchés alimentaires sur un territoire que vous connaissez très bien ici, et à se dire, en fait, on s'est rendu compte que les collectivités, les territoires qui ont les compétences, des fois les services sont aussi perdus, c'est une nouvelle filière, ils n'ont pas le retour. Donc amenons notre savoir-faire au territoire, en montrant l'impact social, et en allant chercher ces gisements-là, et en les reliant avec le retour au sol avec les agriculteurs, et en retravaillant avec le compostage, parce que dans les villes, aussi, si on veut bien montrer la symbolique aux citoyens, le compost, il doit retourner dans les parcs et jardins de la ville, puisqu'on les collecte à l'intérieur de la ville. Et les emplois, c'est ce qu'on prouve et qu'on fait aujourd'hui, tous les emplois qu'on crée, demain, sur toute notre usine qu'on a à Stains, on a 95 personnes aujourd'hui, ça va grandir, c'est des emplois qui sont pérennes et non délocalisables, une fois qu'on est posé. Donc de là, une fois que j'ai dit ça, j'ai fait ça, on a été chercher des partenaires économiques, parce que c'est important. Et dans les 5 prochaines années, on a prévu d'être à peu près monter 6 unités comme on se sert sur le modèle qu'on a aujourd'hui sur pleine commune, d'en mettre 6 en France et normalement 2027-2028, en prenant un côté très posé, par rapport au déclenchement du business, on devrait être à 500 salariés formés et ancrés. Voilà. Donc c'est un vrai laboratoire finalement pleine commune qui ensuite essaime un petit peu partout dans les territoires pour répondre à la demande. Oui, c'est notre modèle et on fait énormément de visites et on a beaucoup de gens en France qui viennent nous voir et on est très fiers de leur dire tiens, regarde ce qu'on fait. Et en plus, je crois que les Jeux Olympiques vont être pas loin. Montrons au monde entier ce qu'on est capable de faire avec cette matière organique. La collecter, créer de l'emploi, créer du gaz. Enfin, tous nos camions fonctionnent au gaz, mais ça, on n'est pas les seuls aussi en France à faire ça. Mais voilà, on est capable de montrer que, oui, on peut le faire. Et on essaye de le faire, voilà. Merci pour ton témoignage. On va poursuivre le tour de table avec Jeanne Assouli. Jeanne qui
est co-gérante de la SCI Joigny, qui est une entreprise qui a donné naissance à la fabrique Bagné. Donc Jeanne, tu appartiens à la 3e lignée d'une génération qui gère cette bâtisse. Et vous avez donc décidé de créer une nouvelle histoire avec la fabrique Bagné pour consolider un écosystème. Là aussi, est-ce que vous appelez tiers-lieu en termes de terminologie à la fabrique Bagné ou pas? Alors, pour l'instant, on peut dire qu'on est un embryon de tiers-lieu, je pense, ouais. puisque le bâtiment au départ était... au tout départ, c'était une usine de confiture que ensuite nos grands-pères a racheté dans les années 70, où il y a eu beaucoup d'activités de petite industrie et d'artisanat, qui correspondaient aux besoins du territoire à l'époque. Et le problème avec ces bâtiments-là, c'est que si on ne les... au bout d'un moment, si on ne fait pas de grosses rénovations, il y a des risques que ça tombe par terre. Voilà, parce qu'on a eu quand même des activités qui étaient assez polluantes. Et donc voilà, donc c'était un bâtiment où on s'est dit à un moment, soit on démolit tout et on recommence à zéro, soit là il faut entreprendre de sérieux travaux. Donc on a attendu un peu que tout le monde parte à la retraite, cesse son activité. Voilà, on n'a pas re-rempli les locaux qui se vidaient. Et en 2017-2018, on a rencontré l'entreprise À Table, qui est un traiteur qui était installé sur le village olympique à Saint-Ouen, et qui donc était une problématique de relogement. Et on en a profité en fait pour... le sujet, nous, c'était de qu'est-ce qu'on sacrifie comme partie du bâtiment qui sont trop polluées, et qu'est-ce qu'on fait pour garder... le plus de caractéristiques possibles du bâtiment, parce que c'est une bâtisse qui est très belle, qui est en briques rouges, qui est située en bord de Seine avec une cheminée, qui est un vrai point de repère pour les habitants. Donc pour nous, il était difficile de se dire qu'on allait démolir. Voilà, donc on a préféré essayer de faire en sorte que le lieu revive. Et donc pour porter ces grosses rénovations, on avait besoin d'une entreprise vraiment locomotive. Et donc ça a été À Table, pour laquelle on a fait donc dépollution, démolition et reconstruction de 1500 m² en un an. Donc c'était extrêmement rapide et extrêmement ouvrageux. On a essayé de faire en sorte d'avoir le moins d'impact possible sur le quartier et, donc, durant les travaux. Donc, par exemple, ça a été pour toute la dépollution, toutes les terres qu'on a excavées ont été retraitées sur place, donc, ce qui a évité à peu près une centaine d'allers-retours de camions. Voilà, donc ça c'était important pour nous d'essayer de faire des travaux le plus vertueusement possible, de respecter aussi le bâtiment en essayant de garder donc, toutes ces caractéristiques si intéressantes. Et ensuite, donc, on a pu poursuivre, ça nous a permis de poursuivre par le reste du bâtiment, où on a pu donc installer des entreprises toujours autour de l'alimentation et de la mobilité douce, mais des entreprises beaucoup plus petites qui étaient en démarrage, comme par exemple le Rider Social Club qui à l'époque avait 6 mois d'existence à peu près. Et comme d'autres, on a donc aussi le comptoir dionysien qui fait de l'approvisionnement en produits issus de l'agriculture paysanne, les canaliens qui font de la logistique fluviale, donc le Rider Social Club et les Cyclopes, qui est une émanation des régies de Stein et de Saint-Denis, qui font de la cyclologistique, qui permettent de poursuivre justement ces trajets fluviaux par du vélo. On a également une brasserie, la brasserie urbaine Épinay, et un fournil, et on se prépare à accueillir l'incubateur de l'économie sociale et solidaire, enfin d'entreprise d'économie sociale et solidaire de la mairie d'Épinay-sur-Seine, le SSO Carré, qui va venir s'installer le mois prochain. Avec le 6B, est-ce qu'il y a déjà des collaborations qui existent ou en devenir? Pas encore, on espère, nous on est encore tout petit, on n'a pas encore de programmation. En fait, nous, notre but c'était aussi d'ouvrir le lieu au public, parce que effectivement ce bâtiment est très reconnaissable, tous les habitants du quartier ont une histoire avec ce bâtiment, ils sont tous venus jouer à l'époque où c'était vide, ils ont tous... Donc le but vraiment de toute cette rénovation-là, c'était aussi de trouver des entreprises qui seraient prêtes à être dans un lieu dans lequel il y ait du passage de public. Parce que donc on a cette magnifique façade sur la Seine dont on souhaite profiter. Donc là, on va ouvrir fin avril notre terrasse où on va pouvoir démarrer un petit peu la programmation, voire aussi la construire avec les habitants. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il y aura plein de ponts à faire et plein de choses à faire. On espère, en tout cas, c'est un exemple pour nous, le 6B, c'est magnifique d'avoir quelque chose comme ça, vraiment juste à côté de chez nous, parce qu'effectivement, ça montre que c'est possible. Et je ne sais pas si nous, en tant que propriétaires privés, on aurait eu le courage de se lancer si on n'avait pas eu des initiatives comme ça à côté qui nous montrent qu'effectivement c'est possible et que ça fonctionne et que ça a un vrai impact. C'est un beau retour pour le 6B qui inspire les acteurs de la région. Bah oui, complètement. En tout cas, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, c'est peut-être un signe s'il n'y avait pas de placement prévu à l'avance.
Merci. On va poursuivre avec Bertrand Revol, donc, qui est maire adjoint au tourisme, à l'artisanat et métiers de l'art et à l'économie sociale et solidaire à la ville de Saint-Denis. Donc, c'est un titre qui est long, mais qui a l'image de la transversalité du mandat. Quelle est la spécificité d'ailleurs de ce mandat assez transverse? Alors oui, en effet, bonjour d'abord à tous, à toutes. C'est une délégation avec une dénomination aussi longue qu'originale, mais tous ces éléments sont liés. Le tourisme, donc s'agissant de l'attractivité du territoire de la ville et du territoire de Plaine Commune, et c'est pas simplement les grands bâtiments. Pas plus tard qu'hier, il y avait le lancement avec le président de l'Office du tourisme à mes côtés du guide du routard, du premier guide du routard de la banlieue sur le territoire de Plaine Commune. Et parmi les éléments que Philippe Glohagen mettait en avant, il y avait avant aussi l'originalité de cette créativité sur notre territoire liée aussi à ces tiers-lieux. Et je parlerai peut-être plus tard également de la candidature de capitale européenne pour laquelle on postule pour 2028. Et en fait, ces tiers-lieux, le long de l'eau, essentiellement du canal, de la Seine, enfin tous les intervenants qui viennent ont été jugés par les experts européens qui sont déjà passés comme la première pépite. Enfin, l'artisanat, c'est plus, s'agissant des PME, on dira ici classique du territoire, de la ville, et les métiers de l'art. Alors là, enfin, c'est pas métier d'art, métier de l'art, hein, artistes et artisans d'art. On a ici quelque chose qui est tout à fait unique en région parisienne. Sur les 2 kilomètres d'où on est au 6B, c'est-à-dire à la confluence avec la Seine, si on remonte le canal jusqu'à la porte de Paris, on a 4 lieux emblématiques, le 6B, juste en face la Briche, un peu plus loin le bateau Lavoir, qui appartient au canal de Paris, et l'Orfèvrerie, qui est l'ancienne fonderie Christophe. Sur ces 4 lieux, aujourd'hui, ça concerne à peu près entre 650 et 700 personnes qui travaillent sur ces métiers dans différentes structures individuelles. Donc une concentration tout à fait originale. Et c'est la connexion, et ma délégation dit la connexion entre ces 3 éléments, ou 4, hein, entre l'ESS, oui, je vais pas parler de l'ESS avec la dimension solidaire bien sûr, mais aussi d'insertion. Et ces 4 éléments sont totalement pour nous entrelacés. Et ces rapprochements d'univers entre le monde de l'ESS et les entreprises plus traditionnelles, est-ce qu'il tend à s'intensifier? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les verrous qu'il faudrait éventuellement travailler pour créer plus de ponts? Alors là, on a déjà eu plusieurs témoignages présents, mais donc moi j'interviens ici à différence des autres interlocuteurs comme élu, hein, élu qui veut dire, j'espère, acteur politique. Mais quel est le rôle dans ces cas-là du politique, quelle que soit la collectivité où on intervient? C'est il y a peut-être plusieurs leviers. Un des leviers, par exemple, c'est ce que la puissance publique peut faire comme collectivité commanditaire. Par exemple, c'est très très important de voir ce que nous, dans la commande publique, qu'est-ce qu'on peut faire. Multiplier les critères, les incises d'insertion, RSE, etc. C'est très important. Avec les services de la commande publique de la ville de Saint-Denis, on avait une réunion il n'y a pas très longtemps. On voyait les chiffres. Actuellement, sur les marchés passés, les marchés où il y a des clauses, on va dire globales, hein, ESS, insertion, c'est plus d'un tiers, 34%. Il s'agit de monter. Évidemment, les structures SS ne peuvent pas répondre à tous les marchés, ça reste important. Et en termes de dépenses, proprement dit, on est à peu près 6%, et notre objectif, c'est d'arriver à 10%. Donc déjà, et donc sur des entreprises de SS, du territoire, hein, c'est très important. Et ça, c'est le premier élément, je crois, sur lequel une collectivité, que ce soit une ville, que ce soit l'EPT, hein, l'établissement public territorial de Plaine Commune, très très actif en ESS, on peut intervenir. Par exemple, au niveau de Plaine Commune, une des interventions essentielles, c'est ce qu'on appelle
les PTCE, les pôles territoriaux de coopératives économiques, où il s'agit d'inciter les entreprises, notamment de l'ESS, à se regrouper pour être en capacité de répondre à des marchés plus importants. Ça s'est vu via la Solidéo pour les Jeux Olympiques, ça se voit sur des tas de marchés. Par exemple, pour donner un cas précis sur Plaine Commune, il y a eu comme ça un PTCE qui a aidé, il y en a 6 sur le territoire, qui a aidé sur la question alimentaire à répondre au marché traiteur de Plaine Commune. Voilà. Et l'autre élément sur lequel on peut intervenir, c'est de jouer en fait les intermédiaires souvent entre des partenaires qui spontanément ne se parleraient pas, des entreprises classiques, des entreprises de l'ESS, des structures aussi de l'ESS, des associations, les faire se rencontrer. Je pense à des exemples précis sur lesquels je travaille avec mes services actuellement, des bâtiments qui, même de façon transitoire, sont libres pour l'instant, de faire en sorte de proposer, par rapport à une demande énorme qu'on a sur le territoire de différentes entreprises de l'ESS, c'est vrai qu'on devient un pôle d'attractivité de l'ESS, on le mesure tous les jours, être en capacité de les mettre en relation, pour faire en sorte, là j'ai un exemple précis, juste en face, à la Briche, des bâtiments qui pour quelque temps vont être libres, avant peut-être pour certains connaître un autre destin plus tard, de les mettre en relation avec un projet, là porté par une association d'insertion qui s'appelle Espoir CFDJ, pour créer juste en face, et l'emplacement se prête parfaitement, une recyclerie spécialisée dans l'électroménager et les photocopieurs industriels, par exemple. Et c'est des interlocuteurs qui, spontanément, ne se seraient pas rencontrés. Et alors, juste pour terminer, le réseau Pocommon auquel appartient le 6B, on peut en dire un mot très court? Alors, ça c'est encore autre chose. C'est un projet qui a été porté suite à une étude menée par le réseau Opal, très défendu, c'est peu de le dire, par Plaine Commune. Il s'agissait de faire se rencontrer dans un premier temps les tiers-lieux du territoire des 9 communes, suite aux échanges, etc., que vous avez eus. 4 j'ai envie de dire, ont émergé. Donc 2 à Aubervilliers, Poussière et Villa Médicis, main-d'œuvre à Saint-Ouen, et ici donc le 6B, et la Briche. Et maintenant la Briche aussi. Bon, oh bah, bonne nouvelle que j'apprends en direct. C'est formidable. Alors, excellente nouvelle. Et de là est née l'idée de créer une SIC entre eux. C'est une coopérative, mais très particulière, une coopérative foncière, qui est là qui s'appelle La Main, qui est là pour accompagner ces structures dans leur coopération, de point de vue juridique, les accompagner dans toutes ces questions immobilières, d'acquisition, etc., pour lesquelles, là, j'ose dire, là aussi, le 6B joue un peu le vaisseau amiral ou de pointe. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais juste compléter sur le côté Pocommon. Pocommon, c'était important de faire ce lien entre des structures qui partagent ça, effectivement, par l'ESS. Et ensemble, on est plus fort. Et en fait, ça nous permet de mettre à disposition des outils qu'on a développés en interne et puis de se rendre compte, vous faites ça comme ça, attends, regarde, nous, on a ça. Donc, par la fédération, en fait, de mettre en outils des communs et de les développer ensemble. Et on a une bonne connaissance tous du territoire, parce qu'on est tous issus du territoire, mais on a des formes très différentes les uns des autres. Et donc ça permet aussi par Pocommon justement de faire figure un peu commune face à l'institution. C'est un peu complexe. Et donc voilà, des élus, de comprendre un peu, de mieux nous cerner, et d'être un peu plus fort pour faire force de cohésion. Voilà. Merci pour donc Pocommon, c'est des cycles de formation, des cycles de rencontres, comment on fait des chantiers participatifs, comment on réfléchit à des événements, comment on se structure juridiquement, et tout ça, c'est des outils. Voilà, il y a des cycles opérationnels en plus d'être ensemble pour faire figure commune. Merci pour la précision, parce qu'effectivement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un territoire qui est quand même très très dense, très riche, donc c'est pas toujours facile de connaître tous les réseaux et les réseaux de réseaux. On va en parler justement avec Sylvie Saget, qui dirige la Miel, maison d'initiative économique locale qui a été créée il y a maintenant 23 ans, avec 13 salariés sur 2 sites, à Saint-Denis et à Courneuve.
Est-ce que, Sylvie, on peut commencer par expliquer comment fonctionne la Miel, la mission du quotidien? Bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Donc, la Miel, c'est une association qui a été créée dans un contexte tout à fait particulier. C'était en 98. Je peux commencer par l'histoire? Oui, bien sûr. En 98, c'était au moment de l'inauguration du Stade de France. Et les élus savaient à l'époque que, Francis va sûrement en parler, le développement économique passerait par, en partie, l'arrivée de grandes entreprises sur la plaine. Et ils se sont dit peut-être que ces grandes entreprises n'apporteront pas nécessairement un développement économique endogène, c'est-à-dire pour les habitants. Et donc, par conséquent, ils ont créé la Miel dans l'idée de se dire on va créer un outil de développement économique pour les habitants et par les habitants. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire, pour comprendre pourquoi on est là. Et finalement, donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner à la création d'entreprises et au développement des petites entreprises sur tout le territoire de Plaine Commune. Donc en fait, à la Miel sont accueillies toutes les personnes qui résident sur Plaine Commune ou qui souhaitent y implanter leur entreprise. Et c'est le seul critère de sélection pour entrer et avoir un accompagnement à la Miel. Ce sont 800 personnes à peu près par an qui sont accompagnées. L'année dernière, en 2020, on a eu énormément de monde parce que comme c'était la crise, on a aidé beaucoup les TPE, on a été les chercher. Et donc, on a eu beaucoup de monde. Cette année, on est plutôt sur du 650 personnes sur l'année. Et avant la crise, on était à quel niveau? On était à peu près pareil. Oui, c'est revenu à la normale. 600 personnes. Et l'ancrage local des entreprises, bon, on l'a bien vu, hein, il y a plein d'entreprises qui sont nativement ancrées ou d'autres qui développent cet ancrage. Vu de la fenêtre de la Miel, qui accompagne des projets, qui est en lien avec tout l'écosystème, quelle est un petit peu la grande tendance sur le long terme de cet ancrage local, de ces impacts et ces fameuses externalités positives que peuvent avoir les acteurs économiques? Est-ce que ça tend à s'accélérer, par exemple? Sur le développement économique local, en fait, endogène, c'est ça? Oui, la recherche d'impact social, environnemental. En fait, nous, on travaille avec un public qui est vraiment très ancré. C'est-à-dire ce sont des gens qui habitent dans les quartiers ou qui habitent de toute façon sur Plaine Commune et qui ont des projets de création, principalement de leur propre activité. Après, on en a qui sont un petit peu plus ambitieux, bien sûr, mais ça tourne toujours autour d'une cible qui est territoriale ou qui est dans le quartier ou dans la communauté ou territoriale, mais ça ne va pas énormément plus loin pour la très grosse majorité. Donc on est vraiment sur du développement par et pour les habitants qui est l'objectif de la Miel, ça c'est sûr. Après on accompagne aussi beaucoup de projets de l'ESS de la même manière. Et on a aussi, pardon, je continue parce que on est basé à Saint-Denis. Et là, notre principe d'accompagnement, c'est de l'accompagnement individuel avec des conseillers et des formations, des rencontres d'experts, etc. Beaucoup de rencontres avec des experts et des occasions de faire du réseau. On a à peu près un événement par semaine. Donc, on a aussi, on anime la pépinière d'entreprise de Plaine Commune à la Courneuve. Et là, le principe est un peu différent, puisque on a actuellement une trentaine d'entreprises à la pépinière. Là, il y a une sélection, puisque les entreprises sont hébergées dans la pépinière. Donc elles ont des locaux et elles embauchent dans la pépinière. Ils vont grossir dans la pépinière et on ne prend que des entreprises qui ont un potentiel de création d'emplois dans la pépinière. Donc là, il y a une sélection pour ça. Et ce ne sont pas exclusivement des entreprises du territoire. Ça peut être des gens qui viennent d'ailleurs. Mais l'idée, c'est on va les booster, accélérer leur croissance pour qu'ils créent de l'emploi. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'emplois locaux, beaucoup principalement. Et ensuite, le gros enjeu, c'est de pouvoir les garder sur le territoire. C'est pas facile. Et pour des acteurs qui veulent comprendre un peu le maillage des réseaux de réseaux, rien que là autour de la table, on a peut-être une dizaine de projets et de réseaux représentés. Est-ce que la Miel est en quelque sorte un guichet unique qui peut aider à repérer un petit peu dans la jungle? Oui, on pourrait dire ça. En fait, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins et beaucoup de richesses. On est sur le territoire où le taux de création d'entreprise est le plus élevé de France. Donc, il y a énormément de dynamique entrepreneuriale. Et en même temps, c'est des entreprises qui sont fragiles
puisqu'on manque de réseau, manque de financement, etc. Donc il faut de l'accompagnement. Alors on est nombreux dans les acteurs de l'accompagnement, de plus en plus, puisqu'en plus l'entrepreneuriat, j'allais dire c'est à la mode, mais enfin, se développe. Donc il y a effectivement beaucoup d'acteurs. La Miel, nous, on est un acteur d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'on est pratiquement le point d'entrée si on veut se renseigner sur les ressources qu'il y a sur l'entrepreneuriat. Et ensuite, on dispatche parce que les autres sont quand même, malgré tout, complémentaires sur le financement ou sur d'autres choses, sur du réseau comme PCP. Donc, on s'est orienté et on travaille bien en réseau quand même avec les acteurs. Merci. On va poursuivre avec Francis Dubrac, qui est président de Pleine Commune Promotion et qui est également président de la Chambre de métiers et d'artisanat de Saint-Denis et de l'association partenariale des chefs d'entreprise de Pleine Commune Promotion. Ça représente 380 dirigeants. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on commence par votre perception des frontières qui peuvent exister entre le monde économique traditionnel, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas nées dans la mouvance Impact ou dans le secteur de l'ESS, et justement le tissu associatif. La réalité d'une PME aujourd'hui ancrée dans son territoire et qui a l'urgence du quotidien, de gérer le carnet de commandes, le RH, le turnover. Comment ce quotidien est vécu par les chefs d'entreprise qui pour autant entendent en permanence transition, 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 changement de modèle? Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance cognitive parfois? Bon, on est là jusqu'à demain matin, non? Vous avez tout le temps. Non, c'est vrai, vous l'avez tous dit. Pleine Commune, c'est 17 000 entreprises, 200 000 salariés. Ça va de SNCF à 18 000 salariés jusqu'à l'auto-entrepreneur ou l'artiste qui démarre. Donc le champ est vaste, le territoire est en devenir. Beaucoup nous jalousent parce que c'est toujours où c'est mouillé qu'il pleut. On va avoir la Coupe du Monde de rugby, on va avoir les JO, on va peut-être avoir Paris 2028. Donc ce territoire est emblématique et en même temps il garde, quand je viens ici, et c'est pas la première fois, j'étais venu il y a 6 ans avec les chefs d'entreprise parce qu'on essayait de tisser des liens. C'est des lieux de respiration. Les jardins ouvriers sont des lieux de respiration. Et ces 200 000 salariés qui, pour beaucoup, sont arrivés depuis 1998. Ils sont arrivés plus de 60 000 sur la plaine. Ils sont dans des bâtiments froids, avec des vitres froides et des tourniquets. Et eux aussi sont en demande d'aller respirer. Les respirer dans des lieux comme ici ou dans les parcs ou dans les jardins qui nous environnent. Donc c'est à nous, et comme le disait Sylvie Saget, c'est à nous de créer ces liens. Et c'est compliqué, parce que les grandes boîtes dont je vous ai citées, à une époque on parlait des plafonds de verre, mais aujourd'hui il y a aussi les murs de verre. C'est-à-dire que pour connaître le directeur de site de Generali, il faut avoir fait l'ENA et avoir des relations à Paris pour pouvoir le rencontrer. Donc, et à côté de ça, on a toute une diversité de gens qui sont créateurs, qui sont inventifs, qui cherchent à les rencontrer parce qu'ils ont certainement, c'est pas parce qu'ils ont fait l'ENA qu'ils sont plus intelligents sur la démarche d'avenir qu'ils doivent entreprendre. Et tout à l'heure, j'ai écouté notre ami, ça me donnait des idées parce que moi, j'ai 1500 apprentis à la Chambre de métier, j'en ai 500 dans les métiers de bouche, pâtissier, boulanger. Et je me disais, mais pourquoi on ne fait pas intervenir des gens comme monsieur pour leur apprendre qu'il y a la construction, mais il y a aussi dans leur métier la déconstruction. Donc on est obligé de réfléchir à tout ça et on se reverra. Parce que ça m'a donné une idée. Et puis quand je suis ici, je me dis, Mathieu Hanotin a décidé de relancer le programme de la Flèche. Demain, c'est 300 000 visiteurs qui vont arriver sur Saint-Denis par an. À minima, puisque Guédelon, à 200 km de Paris, ce fameux château en construction, c'est 200 000 visiteurs, 300 000. Rochefort, avec l'Hermione, c'est 300 000, et ils n'ont pas la ligne 13. Donc, on devrait faire aussi bien, quand même. Mais tous ces gens-là, pour moi, je les vois bien sûr comme des visiteurs intéressants pour le patrimoine touristique, et je vais pas... Bertrand ne va pas m'en vouloir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont un portefeuille. Donc, si on peut aussi
amener tous ces gens-là pour qu'ils découvrent ces lieux, oui, qu'ils découvrent la créativité. J'ai plein de copains, moi, ici, qui sont artistes, et je sais qu'ils s'en sortent parce qu'ils trouvent des clients ailleurs, mais si on peut leur en amener encore plus dans ce territoire, on va pouvoir les aider, les développer. Ce qui nous manque, c'est peut-être plus de liens, plus de contacts. Je découvre monsieur, parce que Covid a fait, ça fait 2 ou 3 ans que vous avez changé un peu de gouvernance, je ne sais même pas quand, puisque moi j'ai connu Bel Air à l'époque. Donc il faut que tout ça se reconstitue, mais ça reste un territoire de foisonnement. Et ça reste un territoire de rencontre, parce que c'est ici que se crée. La plus grande avenue street art du monde, elle est entre Saint-Denis et la Villette. Donc la créativité est ici. Et c'est en ça où toutes ces boîtes qui quittent la Défense sont contentes et heureuses de venir ici, parce qu'elles découvrent. À nous de les faire mieux appréhender le territoire, parce que quand on arrive de l'autre côté du périphérique, on a un peu peur, on ne sait pas qui on va rencontrer. Donc il faut qu'on crée les chemins pour le faire. Et à l'échelle de votre propre entreprise, on avait en préparation de la table ronde évoqué le concassage, par exemple. Vous aviez vu de longue date arriver. Vis-à-vis de votre propre entreprise, le rapport avec la transition aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet d'actualité? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous auriez aimé faire peut-être avant? Là, vous allez m'obliger à avouer en public que j'ai été con pendant 30 ans. Parce que si j'avais fait du concassage quand j'ai démarré dans la vie, j'aurais encore mieux gagné ma vie. Mais il faut dire que quand j'ai commencé à travailler, les services techniques demandaient des matériaux très calibrés, ce qu'on appelait la norme CETRA. Il fallait que le caillou ait telle dimension, qu'il vienne de telle carrière, et le sable pareil. Donc on n'imaginait pas faire du concassage, et puis c'est au fur et à mesure que des villes ont commencé à ouvrir. Parce que le concassage, vous ne pouvez pas donner une norme, une qualité à votre client. Vous ne pouvez pas lui dire il a la même qualité que celle d'hier, puisque le bâtiment que vous avez concassé n'est pas le même. Alors, forcément. Donc, il a fallu que les services techniques des villes, nos maîtres d'ouvrage se transforment eux aussi, évoluent. Et aujourd'hui, c'est vrai que chez moi, je fais 100 000 tonnes de concassage par an. Tout passe dans le broyeur. Et c'est un vrai bonheur. C'est pour ça que j'aurais dû le faire plus tôt. Après, il reste quand même des normes sur le béton qui va permettre de construire votre immeuble. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Donc là, on est obligé d'aller chercher des produits très normés. Après, on est en pleine révolution. Nous, on aimerait bien, on va sur le gaz. C'est peut-être pour les véhicules, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux en ce moment. On va beaucoup sur l'électricité. Même si dans les travaux publics, quand on intervient, il n'y a pas de prise de courant, puisque c'est nous qui allons l'installer. Donc pour que le bulle se recharge, c'est compliqué. On essaye d'équiper nos collaborateurs en véhicules électriques ou hybrides, mais quand vous habitez dans des grands ensembles, c'est compliqué de brancher le véhicule le soir. Enfin, tout ça avance, peut-être pas au rythme où les entreprises le souhaiteraient, parce qu'elles sont beaucoup sont dans le développement durable, même si ça coûte un peu plus cher, on s'en fout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on ne va pas plus vite sur l'hydrogène, qui est la solution idéale pour tout le monde, y compris pour les puissances dont on a besoin dans nos métiers. Et pour l'instant, la machine, elle n'est pas au top. Hein. On tourne au fioul, oui. Enfin, je ne sais pas combien de temps avec les Russes, là, mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc, on avance, on y va, on suit le mouvement, mais le mouvement derrière, il n'est pas très rapide. Hein. D'accord, et en tout cas on a noté qu'il y avait déjà 2 connexions, même 3 connexions qui se créent, donc on est ravis que le début de la table ronde permette déjà d'avancer sur des synergies, c'est l'idée aujourd'hui. Merci pour le retour à la fois personnel et vis-à-vis du collectif que vous animez. On va poursuivre avec Chloé Lemeunier, qui est directrice générale au partenariat à l'Université Paris 8 et qui est responsable du projet le CNIS, qui est le Centre numérique d'innovation sociale. On va peut-être d'abord, Chloé, définir ce CNIS au sein de l'université. Le CNIS, à quelle place? Alors, le Centre numérique d'innovation sociale de l'Université Paris 8 se définit comme un tiers-lieu, puisque nous sommes un espace de rencontre, de partage de ressources matérielles, ressources immatérielles, avec l'idée, l'Université Paris 8, c'est une université qui est située à Saint-Denis, essentiellement à SHS, donc c'est 23 000 étudiants, 1600 enseignants-chercheurs, enfin 1600 personnels,
avec l'idée de décloisonner un petit peu l'université et de faire en sorte qu'elle puisse travailler avec des acteurs du territoire sur des projets concrets. Et donc voilà, en fait, le CNIS a été créé en 2019 et s'adresse aux acteurs académiques dans leur sens large, avec les enseignants, les personnels, mais aussi les étudiants, et des acteurs publics, des acteurs socio-économiques, associatifs. Et donc on travaille sur des projets en lien avec les transitions. Il y a 3 ou 4 axes prioritaires, je crois, qui ont été identifiés. Alors 4 axes prioritaires à travers ce grand thème des transitions. Donc le développement durable et inclusif du territoire, l'évolution des métiers en lien avec les transitions, l'économie sociale et solidaire et les mutations des cultures urbaines. Et donc on travaille sur des projets de recherche participative, on répond à des appels d'offres, mais on a aussi 2 programmes pérennes, donc un incubateur qui accompagne les entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle e-Engage, donc qui accompagne des projets qui sont portés par des étudiants de l'université, mais aussi par des habitants du territoire, avec cette idée de croiser toujours les acteurs. Et un autre programme qu'on appelle les ateliers d'expertise coopérative, pour lequel on mobilise des étudiants de master, des acteurs du territoire et des enseignants-chercheurs qui travaillent pendant 3 à 6 mois sur des projets concrets. Donc on a 2 ateliers, un qui travaille sur le CARE et un sur la fabrique du territoire. Et d'ailleurs, cette année, on a un de nos ateliers qui va travailler sur les métiers de la transition. Et les entreprises sont déjà engagées, impliquées dans les projets ? Alors, le CNIS est né d'un partenariat avec une entreprise, puisque c'est Enedis qui a mis à notre disposition des locaux. On n'est pas sur le site de l'université, mais en face du campus Condorcet, Aubervilliers. Et donc, on a 300 mètres carrés de locaux avec une belle terrasse, enfin des espaces agréables pour se rencontrer. Et effectivement, oui, on travaille avec des entreprises aussi sur les différents projets, notamment sur l'atelier fabrique du territoire, puisqu'on travaille sur les métiers de la transition et notamment les métiers de la rénovation énergétique. Donc on travaille avec des entreprises qui s'intéressent à ces questions, puisqu'il y a des enjeux de formation, d'attractivité des métiers. Et on travaille aussi avec d'autres structures, comme le phare sur les métiers de la transition, à travers un projet financé par l'ADEME. Le 6B également ? Pas encore. Pas encore. On est tout jeune en fait. Nous, on a été créé fin 2019, donc juste avant le premier confinement. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de mettre en place plein de projets. Très bien, merci. Là aussi, tu vas être débordé ce soir de discussion. On poursuit avec Didier Pourquerie. Didier qui est vice-président de l'association IMS, qui est Information pour le monde suivant. Et également journaliste aguerri. Didier, peut-être une première chose qui est de définir ce qu'est une information utile et d'intérêt général qui est portée par IMS. Oui, merci. Oh là là. Quelle puissance. J'ai tiré le bon numéro, là. J'ai tiré le bon... En tout cas, ça vous a réveillé, là. Ça réveille. Ah, ouais. Il y en avait qui dormaient au fond, là. Ils se sont réveillés. Donc, on a réfléchi avec un certain nombre de copains. Moi, comme Michael l'a dit, ça fait très longtemps que je suis journaliste, c'est 43 ans. Quand j'étais directeur délégué de Libération, j'avais monté le Libé des solutions. Parce que je voulais qu'on parle dans Libération de choses qui bougeaient et de choses, d'informations qui mettaient les gens en mouvement. Et on s'est aperçu avec un certain nombre de copains que c'était bien, mais souvent on parlait de bonnes idées, on parlait de bonnes initiatives, entre guillemets, et on ne faisait pas le suivi. Or, de plus en plus, moi depuis tout à l'heure que je suis ici, il y a 40 sujets à traiter. Et je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais on se dit, mais pourquoi on ne connaissait pas toutes ces initiatives ? Pourquoi on ne connaissait pas tous ces acteurs ? Or, de plus en plus, les
il y a deux types de gens qui sont face aux médias. Il y a ceux qui s'en méfient énormément. Je ne vais pas vous faire le sketch, vous le savez. Le journalisme, c'est pratiquement une des professions avec agent immobilier qui est en bas du tableau de la confiance. Donc voilà, on le sait. Okay. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se rendre utile. Je boucle avec ce que disait. Avec un certain nombre d'amis, on a mis en place une association qui fait de la formation et de la sensibilisation autour de cette idée simple. Quand on prend des infos, qu'est-ce qui nous est utile? Et notamment, quelles sont les infos utiles, informations utiles d'intérêt collectif qui peuvent donner envie ou qui peuvent nourrir l'action citoyenne. Pareil, tout à l'heure, on a entendu les gens de la Convention climat, et ça, c'est les citoyens qui se sont engagés et qui ont envie de continuer à s'engager. Et eux-mêmes disaient, il nous faut de l'information. Et il faut qu'on diffuse de l'information. Donc de l'information qui soit vraiment, qui puisse nourrir de l'action, quoi. Alors, on a beaucoup travaillé avec mes amis d'IMS. Le site existe, c'est imsprojet.org. Et on a mis en place des modules de formation. On intervient maintenant même dans les écoles de journalisme, mais aussi dans les lycées, etc., pour faire réfléchir, d'abord pour faire réfléchir les citoyens, y compris les jeunes citoyens, sur leur manière, leur rapport à l'information. Et ça, c'est une mission d'association voilà, très, très simple. Moi, il se trouve que par ailleurs, je suis président d'un média associatif qui s'appelle The Conversation, qui a été lancé que j'ai lancé avec un certain nombre d'amis il y a 5 ans. Voilà, on travaille, il y a une vague aujourd'hui de nouveaux médias qui arrivent. Sauf qu'il faut aller les chercher. Ils sont beaucoup moins puissants que les télés ou les radios. Donc, on travaille avec un certain nombre de jeunes citoyens sur la manière de, entre guillemets, pour faire simple, consommer l'info ou, au contraire, aller chercher de l'info. Et puis, on travaille avec des journalistes pour leur donner une méthodologie. Vous voyez, quand Michael interroge les uns et les autres, on répond les uns et les autres. Enfin, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour mes collègues, là. On essaye de donner toutes les infos, y compris les infos sur l'impact. Et l'impact sociétal, l'impact social. Et ça, on le met pas assez en valeur. La plupart du temps, dans les médias, on parle des idées ou des bonnes idées, mais ça ne va pas plus loin. Or, il faut aller plus loin. Et il faut travailler. Moi, je suis un militant de ce qu'on appelle des slow médias, c'est-à-dire des médias qui ne nous stressent pas, des médias qui nous nourrissent vraiment, des médias qui nous font avancer. Et ces slow médias, eh bien, c'est des médias qui prennent aussi le temps de l'enquête. Alors, je veux être très clair, hein. En défendant l'information utile d'intérêt collectif, je ne dis pas que ça doit remplacer l'actualité. Je dis simplement qu'il doit y avoir de la place dans le système médiatique pour ce genre d'information aussi. Parce que combien d'entre vous se sont posé la question après un JT ou un journal télévisé ou après ça, se dire mais à quoi ça me sert là, tout ce que j'ai écouté, à quoi ça me sert? Comment ça me nourrit? Comment ça me fait réfléchir? Parfois, souvent, on est dans la stupeur. On est juste dans la stupeur. On dit oh quelle horreur ou oh c'est super et puis voilà, il ne se passe rien. Combien d'infos aujourd'hui? Prenons un cas très concret. On travaillait hier avec les gens de l'association sur aujourd'hui, avec ce qui se passe entre guillemets en Ukraine,
quelle serait l'information utile qu'on pourrait mettre en avant? Ben, l'information utile, elle est simple, c'est-à-dire comment s'engager. Comment s'engager pour accueillir les gens qui arrivent chez nous, mais aussi comment s'engager en général dans des initiatives et dans des projets qui sont valables. Et c'est là où le journaliste a une valeur ajoutée, parce qu'il va travailler sur, non pas avec un esprit critique systématique, mais avec un esprit de faire son boulot sérieusement pour que un certain nombre de citoyens qui ont envie de s'engager puissent s'engager utilement. Voilà. Merci Didier. Juste par curiosité, dans la salle, est-ce qu'il y a des journalistes ? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes dans le métier média, production de contenu, je vois à moitié, journaliste, blogueur ou en tout cas producteur de contenu et d'information. Vous êtes 2 uniquement ? Seulement 2 ? Pas plus ? D'accord. Ce qui est intéressant aussi dans la démarche d'IMS, c'est que la méthodologie, la charte et tout ce qui est préconisé s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont pour fonction, pour métier de produire de l'information. C'est aussi toutes les associations, toutes les entreprises, les collectivités locales. Finalement, on s'aperçoit que sans avoir la casquette officielle de journaliste, aujourd'hui tout le monde produit de l'information et de plus en plus. Et donc il y a un effort collectif à faire des 2 côtés, en tant que producteur, en tant que consommateur. Et c'est bien que Didier ait pu... Juste un truc, oui, c'est-à-dire tout à l'heure j'entendais votre intervention sur le 6B, et votre collègue disait nous on est les mains dans le cambouis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ou on ne sait pas faire finalement. Et donc un travail de notre association, c'est aussi d'accompagner ce genre de structure, ou vos structures en général, en disant, vous fabriquez de l'information, comment la rendre la plus utile possible, vous voyez, la partager de manière la plus utile possible. Et je pense que c'est facile, enfin, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse parce que j'ai rien à vendre, hein, c'est une association à but non lucratif. Mais je pense que c'est facile de rendre tout votre savoir. On a parlé des savoirs qui sont à l'œuvre sur votre territoire. Comment les mettre en avant? Comment les valoriser, hein? C'est un travail de journaliste, de producteur d'infos, qui est finalement, si on respecte notre méthodologie, qui est assez facile à faire. Voilà, qui a vocation à généraliser. Donc c'était bien que Didier, tu puisses terminer le tour de table, parce qu'effectivement, au-delà de l'éphémère, le but, c'est aussi que la production de contenu qui va sortir de cette séance puisse être axée vers de l'information utile et avec une grille de lecture. Donc je vous invite à vous saisir de la charte qui est en libre accès sur IMS Projet. On va tout de suite élargir la discussion en faisant circuler le micro pour prendre quelques questions, réactions ou témoignages. Alors, on sait que ce sont parfois les premières questions qui sont les plus dures, hein, donc n'hésitez pas à lever la main. Que ce soit question ou réaction, c'est complètement libre évidemment. Imaginez que vous êtes autour de la table, dans la continuité de ce que vous venez d'entendre, comment vous l'avez perçu, reçu, est-ce que ça fait écho à vos activités? En attendant que les langues se délient, est-ce qu'autour de la table, parce que vous vous êtes écoutés mutuellement, est-ce que vous voulez réagir ou interroger des co-intervenants? Il y a quelque chose que j'ai remarqué. En fait, on travaille pas mal, tous, en grande partie, sur le déchet, sur la valorisation des déchets. Ça nous paraît naturel à tous, hein, parce qu'on a grandi dedans, ou on fait du réemploi dans le bâtiment. Donc, c'est des choses qui nous touchent beaucoup. Julien Belair, tout à l'heure, parlait de la frugalité. En fait, oui, on n'a pas les moyens. Mais en fait, des fois, par terre, et on se rend compte, hein, c'est incroyable, dans la ville, il y a des choses neuves qui sont jetées. Alors, bon, nous, voilà, on bricole, on fait avec des choses comme ça. Le 6B Village, là, qu'on est en train de construire, il n'y a pas
une fenêtre qui a été achetée. C'est que de la récup. Alors on l'agence d'une certaine façon, on réfléchit à ça. Donc effectivement, c'est une façon de réfléchir à l'inverse, mais je suis un peu étonné, je ne pensais pas que finalement les acteurs économiques, ils parlent de concassar, ils parlent de récupérer du déchet alimentaire, ils parlent de retraiter des terres. Donc finalement, on est un territoire finalement où on est sur le déchet, on est sur la grave, ce que disait Stéphane. Et en fait, ça nous a rendu, on crée des choses nouvelles, alors que finalement, le déchet est toujours, dans notre société, est un peu mis de côté. Bon, voilà, c'est juste quelque chose comme ça qui me faisait évoquer une réaction qui me fait dire, en fait, on partage ça aussi. En valeur commune. Ouais. Merci. Alors, il y avait justement une question ou réaction, madame, dans la salle. Oui, j'ai peur qu'elle soit bête, justement. Mais... Non, il n'y en a pas. si. Non, c'était quand monsieur de l'entreprise Moulineau, je crois que vous parliez donc du compost et des déchets organiques qui créaient des gaz. Et tout à coup, comme on parle beaucoup de gaz dans l'actualité aujourd'hui, je me suis tout à coup demandé quel type de gaz en fait. Est-ce que c'était le même genre de gaz qu'on achetait dans d'autres pays? C'est une très bonne question. On va prendre la réponse tout de suite, mais juste dans la salle, n'hésitez pas à lever la main au fur et à mesure pour qu'on vous repère, pour que ça puisse circuler. Je vous laisse répondre. Oui, bonjour madame. En effet, on est dépendant d'un certain pourcentage de gaz en France, qui vient de Russie. Cette filière des restes alimentaires, c'est pas la première fois que je le dis, je vais le redire. Au niveau national, si tout le monde s'y mettait, j'y crois pas, mais je pense que c'est le sens de l'histoire et un jour on va y arriver sur cette symbolique. Si tout le monde écartait ces restes alimentaires, c'est entre 15 et 20 millions de tonnes de matières produites chaque année. La production... Attention madame. Plus de peur que de mal. La production de cette matière collectée, c'est 20 millions de tonnes, si c'était tous collectés, triés à la source, ça nous permettrait de produire, et ça c'est GRDF qui me l'a dit, entre 15 et 20% de gaz. Donc il faut qu'on s'y mette. Ça va prendre du temps, l'obligation de tri est en 2024, mais si on arrive dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années à collecter, on va dire, la moitié ou un quart, ça va nous faire produire 5 à 7% rapidement d'énergie verte. La balle est dans notre camp. La réglementation, pour que ça avance en France, elle a été posée dès 2012. La loi est faite, les entreprises doivent y aller, les collectivités, les territoires aussi. Derrière ça, moi, je crois beaucoup à qui? À vous. Il y a une filière naissante qui s'appelle la collecte des restes alimentaires. C'est très simple. Ce qu'on ne mange pas à la maison, on le met dans la poubelle marron qui est en bas ou dans un point d'apport volontaire ou dans un composteur de quartier. Et là, ça marche. La balle, elle est plutôt, je pense, dans votre camp et dans notre camp des citoyens. Les territoires, ils vont y aller. Si vous, en tant que citoyen, vous dites pourquoi est-ce qu'il y a le service, il n'est pas rendu, ça va être très simple. Les entreprises, c'est une réglementation. C'est pas simple aujourd'hui. Le monde de la restauration sort d'une crise énorme, compliquée. Leur demander de payer, c'est encore beaucoup plus compliqué puisqu'ils ont du mal à redémarrer. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit, il est là. Et dans le monde du tri du déchet, moi, je suis désolé, mais je suis vraiment très impliqué. Ce putain de pot de yaourt, je ne sais toujours pas où il faut le mettre. Et quand je le mets dans la bonne poubelle, je m'aperçois que derrière, il n'y a que 30% de cette poubelle qui est valorisée. Alors, le seul geste qu'on a à faire tous ici, c'est quoi? C'est d'écarter ce reste alimentaire. De le mettre dans un composteur de quartier, dans un point d'apport volontaire ou dans la poubelle marron qui est en bas de chez soi. À partir de ce moment-là, regardez l'impact social que ça amène, de l'emploi de bon sens qu'on est capable de montrer, de fonctionner, et derrière ça, une énergie et un retour au sol. Donc oui, c'est aujourd'hui, je pense, une des filières qui va peut-être nous éclairer à tous notre petite lanterne sur un geste qui, je pense, est le plus simple au monde. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci. Entre autres, c'est-à-dire que ça a été au-delà de vos espérances. Alors oui, pardon, la méthanisation, c'est le même gaz. Il faut savoir que les agriculteurs... le gaz qui est produit par les agriculteurs est réinjecté dans le réseau et est consommé à 30 km à la ronde du méthaniseur agricole. Voilà. Et nous, tous nos camions, mais il n'y a pas que nous, je pense que tous les camions aujourd'hui arrivent, qui marchent au GNV, c'est du gaz naturel de ville, c'est exactement le même gaz qui est produit avec ces restes alimentaires. Voilà.
Alors, nous, on a pris part de ne pas travailler avec les grosses infrastructures. Pourquoi ? Nous, on est des indépendants. Je me suis dit, nous, on va vous amener une matière première. Et on a préféré travailler non pas avec des industriels de la méthanisation qui prennent que du reste alimentaire, parce qu'on s'est dit, on ne veut pas casser cette filière. Donc, on s'est mis avec des acteurs de la méthanisation agricole. Et avec tous les partenaires avec lesquels on travaille, on veut qu'ils... Ça va, je crois que ça va. On veut que dans leur... On veut... Vous voulez le monsieur ? On veut que nos partenaires, agriculteurs méthaniseurs, aient déjà dans leur modèle économique minimum entre 55 et 60% de charge de la part de leur production à eux. Et nous, on amène la cerise sur le gâteau. Exemple, pendant le Covid, on s'est retrouvé à zéro. Nos partenaires agriculteurs avaient des méthaniseurs, ils fonctionnaient déjà à 60%. On s'est retrouvé à plus pouvoir les livrer. On ne casse pas la filière. Et je me suis dit, il nous faut plusieurs partenaires agriculteurs derrière. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise comme Moulineau, comme un agriculteur, peut aussi mourir. On peut, entrepreneurialement parlant, faire des erreurs et se casser la gueule. Et si on se casse la gueule, on casse toute la filière. Donc on a pris parti, nous, de travailler avec les agriculteurs. Plutôt que d'aller sur un territoire qui veut monter un méthaniseur pour son territoire, ils mettent que des restes alimentaires, c'est tendu, c'est de l'argent public. Le jour où ce méthaniseur, on revit une crise comme celle-là et on ne peut plus amener de nourriture à ce méthaniseur, qu'est-ce qu'on fait ? Le nid bactériologique qui tombe. Qu'est-ce que vous faites des restes alimentaires ? On ne peut pas les mettre en incinération. Où vous les mettez ? Donc je pense que cette filière, elle doit jouer aussi la sécurité. Voilà. Donc nous, on a pris parti de travailler avec des agriculteurs méthaniseurs. Et on parle de matières premières secondaires. Voilà. Merci pour la réponse. On va prendre la question au fond et puis juste après, au milieu de la salle. Ouais. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'aurais une petite question, ou plutôt une grosse question, j'avoue, et je m'en excuse d'avance, mais j'aimerais beaucoup avoir vos avis aux uns et aux autres. On voit ce soir qu'on a des acteurs privés, publics, privés ESS, une variété d'institutions et de modalités d'action qui sont représentées pour essayer de prendre en main et à faire avancer cette question des transitions écologiques, économiques, sociales. Mais ce que je me demande un petit peu, suite aux échanges qu'il y a eu, c'est comment est-ce que vous voyez la construction des partenariats, peut-être pour aller plus loin, plus fort et plus vite sur la question des transitions, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on est quand même face à des urgences et qu'on a parfois l'impression que les projets, disons, qui sont présentés sont à la fois extrêmement pertinents, mais sur des micro-échelles. Donc quel type de partenariat on peut peut-être imaginer en croisant cette variété d'acteurs qu'on a là, et peut-être surtout aussi, en tout cas c'est une piste, enfin une question que je vous adresse, en se fixant des objectifs stratégiques sur ce qu'on fait ensemble. Alors je rebondis un peu sur ce que disait Benjamin Correa en introduction de cet après-midi, en parlant de common washing ou de greenwashing ou de social washing. Comment est-ce qu'on fait pour travailler entre acteurs privés, publics, non lucratifs ou à lucrativité limitée et les autres, et en s'accordant sur ce qu'on veut faire vraiment, qu'est-ce qui est compatible avec la transition écologique, économique et sociale en termes d'objectifs économiques. Donc, bonne chance. Si on résume, c'est comment faire plus fort, plus vite, en s'organisant pour ne pas être en silo. Hein. C'est ça la question ? Sous le plafond environnemental. Qui a envie de se lancer sur peut-être une vision ? Peut-être que je vais vous surprendre. Tout à l'heure, je disais que j'avais été bête de ne pas aller au concasseur plus tôt, mais en fait, ce sont des gens qui étaient plus éclairés que d'autres qui ont poussé les collectivités à admettre de ne pas aller dans les normes, dans les normes établies, et qu'on pouvait faire des routes avec des méthodes de concassage. Et les entreprises ont suivi derrière parce qu'on leur avait donné la possibilité. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans... Prenons l'exemple de ma voiture. Ma voiture, elle est hybride. Ça fait très bien de dire qu'on a une voiture hybride. Aujourd'hui, elle fait 30 km en électrique. Et à partir de 30 km, elle passe en essence. Et à ce moment-là, je trimballe 300 kg de batterie.
est-ce que l'équilibre écologique de la voiture est bon? Personnellement, quand je vois la vitesse où se vide le réservoir, je me dis que non. Donc on est un petit peu dans une espèce d'utopie où je pense qu'il faut passer à un deuxième round de pression, parce que derrière, il faut s'imaginer tous les lobbies, et notamment le lobby pétrolier qui est là, qui va empêcher jusqu'au bout qu'on ne consomme pas la moitié des réserves mondiales qui existent encore. Et il faut passer à une deuxième étape. Il faut être encore plus volontariste. On parlait de l'hydrogène tout à l'heure, c'est l'avenir, mais qui veut que des bagnoles marchent à l'eau? Certainement pas Monsieur Total. Donc moi, je suis dans la démarche parce que mes clients qui sont à côté de moi me demandent des mémoires techniques où je vais prouver mes qualités en termes de responsabilité sociale, environnementale. Mais en même temps, si on ne me donne pas le matos pour le résoudre, je ne vais pas avancer tellement plus loin. La réglementation et la commande publique sont donc les deux leviers les plus forts aujourd'hui. Il faut avoir la techno, ouais. Je vais essayer de répondre à ta question, Carole. De notre point de vue, d'une asso du coin de la rue, un petit peu plus grosse, hein, puisqu'on est 130 salariés, mais quand même du territoire. Premièrement, effectivement, si on amène les mêmes réponses aux mêmes problèmes, on aura les mêmes résultats. Donc il y a un changement à faire. Ce changement, sur un territoire, ce qu'on voit, c'est que il faut arriver à éventuellement sortir de la relation commanditaire-prestataire. On a souvent le système de la collectivité, des pouvoirs de la puissance publique qui est commanditaire, et nous servons, acteurs privés de l'économie classique ou de l'économie sociale, en tant que prestataires. Je parle de nos structures qui ne sont pas des assos de loisirs ou des assos militantes, mais des assos articulés à l'action publique. Donc déjà, il y a un changement théorique à faire, qui est de dire on sort de cette relation commanditaire-prestataire pour arriver sur reposer les diagnostics ensemble et imaginer les réponses ensemble. Et rien que ça, créer cette communauté de destin, ça permet de laisser de la place à des nouvelles réponses. Et c'est ce qui se passe, je pense, sur Plaine Commune plus qu'ailleurs, et en Seine-Saint-Denis plus qu'ailleurs, pour être sur d'autres territoires en Île-de-France. Je ne connais pas de territoire où cette alliance de gangsters, non, cette alliance objective se met en place. Ça ne veut pas dire qu'on va aussi vite qu'on voudrait, mais on y avance. Et il y a ça. Il y a transgresser. Forcément, on est obligé de transgresser pour pouvoir imaginer des nouvelles réponses. Alors, on ne transgresse pas de manière cachée, on transgresse en transparence. On fait du pari. On fait du pari territorial. Et donc, on devient des démonstrateurs, et à notre limite, comme ça j'arrêterai de parler là, effectivement, si je prends l'exemple d'Allage, où on a 4 millions d'euros pour lutter contre le chômage et la crise environnementale, ça ne va pas aller loin. Par contre, si chaque euro, on arrive à le multiplier par effet de levier, parce qu'on est inspirant, pour que d'autres fassent en plein ou en creux, notre aventure, c'est la nôtre, là, on va peut-être pouvoir accélérer les choses. Et c'est là où je pense que nos aventures, on l'écrit avec Paris 8, on l'écrit avec d'autres universités, on l'écrit même avec d'autres territoires en Europe, c'est rendre transmissibles nos expériences pour qu'elles rentrent dans le Libé des solutions et que derrière le Libé des solutions, elles nourrissent d'autres expérimentations. Voilà. On va reprendre un autre élément de réponse et puis juste après on enchaînera avec une autre question de rang devant. Oui, juste quelques mots pour compléter, parce que je rejoins complètement ce qu'a dit Stéphane. Cette question, elle est centrale pour nous au CNIS, et je dirais même à l'Université Paris 8. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à conjuguer nos ressources? Alors nous, ça va être des ressources scientifiques, ça va être aussi l'engagement des étudiants, la créativité, avec les ressources de chacun. On voit qu'on est sur des thématiques qui sont connexes et qu'on partage un certain nombre d'objectifs.
Il me semble qu'il manque peut-être une structure avec une gouvernance partagée qui intégrerait, parce que là on a un certain nombre d'acteurs, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres à l'échelle du territoire, qui intégrerait l'ensemble des acteurs qui souhaitent s'engager sur les transitions. Merci. Il nous reste encore 5 minutes, parce qu'on a déjà dépassé un tout petit peu l'heure. On va prendre au moins une question supplémentaire. Bon, sur question pas du tout difficile. Je voulais revenir sur les métiers. Est-ce que ce type d'activité génère des nouveaux métiers ou des métiers anciens que l'on retrouve? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui souhaitent être formées? Quelle attractivité vous avez? Et surtout, puisqu'il y a beaucoup de structures qui font de l'insertion, de la formation, que deviennent les personnes à l'issue des 24 mois? Est-ce qu'elles vont travailler? Est-ce qu'elles portent ces valeurs? Elles vont travailler où? Qu'est-ce que ça donne? Là, je peux répondre à cette question. Le savoir-faire, la vernacularité des choses, c'est-à-dire des métiers qui sont séculaires et qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est une façon de retransmettre les choses. C'est un peu comme un écosystème. On se rend compte que quand les choses sont arides et qu'on laisse la nature faire, finalement, les choses ne sont pas si catastrophiques que ça et que la nature revient au galop d'elle-même. Ce qu'il faut faire attention, aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés où on demande des choses très qualitatives. On veut rouler vite en voiture, on veut des bâtiments performants, etc. Donc les métiers, ils évoluent aussi vers un monde plus complexe, plus cerné. Et donc les métiers sont des anciens métiers qu'on renouvelle, mais qu'il faut aussi rendre intéressants. Et donc pour les rendre intéressants, il ne faut pas que ça soit des métiers fordisés. C'est-à-dire si on répète tous les jours la même chose, et donc du coup recréer ces passerelles. Aller chercher des compétences, aller se faire exprimer des compétences sur un terrain qui n'est pas forcément attendu dans une entreprise, donc des entreprises qui ont des méthodes un peu transversales, qui permettent de passer d'un service à un autre, de se faire rencontrer un service à un autre, ça c'est assez important. Moi ce que je vois, alors c'est peut-être M. Dubois qui pourra en mieux parler, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, donc on fait de l'éco-construction comme je vous dis, depuis 2 ans, le nombre de jeunes reconvertis, qui ont déjà fait des études, qui ont déjà pratiqué une activité ou qui sortent de la fac, etc., et qui ont travaillé dans des métiers un peu déconnectés de la réalité, sont en mal. Et aujourd'hui, ils veulent faire de la menuiserie, veulent faire de la métier de bouche, etc. Revenir à quelque chose qui met le corps en mouvement, qui met le corps dans l'action. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la pensée ouvrière. La pensée ouvrière, ce qu'on la représente, c'est une main. C'est la main qui pense pour le cerveau, c'est une boucle d'interaction, le corps. Et les métiers qui sont très numérisés, donc passer 8 heures derrière un écran, ça fait plaisir à personne, ça fatigue tout le monde, ça rend nerveux, ça casse le dos, ça casse les yeux, etc. Donc tous les métiers dont on a parlé là, c'est des métiers qui mettent le corps en mouvement, et donc du coup qui impliquaient les gens, enfin en tout cas les jeunes, on refuse des stages. Voilà, ils ont 30 ans, ils ont passé 5 ans, alors c'est super, hein, ils ont eu des expériences savantes, ce qui leur permet de reprendre une perspective, mais ils veulent. Et nous, moi, je sens qu'aujourd'hui, les générations, des jeunes générations, il n'y a pas de personnes de 25 ans autour de la table. C'est dommage. Non, pas toi, Bertrand. Mais ça pousse. Vraiment, c'est là. Alors, ça ira pas plus vite que la musique. À chaque fois, il faut des moratoires aussi pour se rendre compte. Il faut une guerre en Ukraine pour se rendre compte qu'en fait, on est super dépendant du gasoil. Il faut un Covid pour se rendre compte qu'on est super dépendant de la Chine pour des masques. Enfin bon, à chaque fois, il faut un moratoire comme ça. Et on réagit très vite. Donc ça, cette capacité résiliente, elle est là. Nous, on la sent. Alors, on est aussi dans un des poumons là, qui fait pulser ça, donc c'est facile. Mais les jeunes générations ont compris que finalement, les paradigmes de la société qui ont été vantés jusque dans les années 2000-2010, ça ne tient pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a une convention citoyenne. Je veux dire, ça a même été récupéré. La convention citoyenne, ça a été proposé pour éteindre le feu des gilets jaunes. Les gilets jaunes, entre guillemets, c'est des gens qui sont face à un moratoire et qui veulent changer les choses profondément. Donc on invente ces choses-là, on fait des mollels, et dans 5-10 ans, on sait que c'est l'avenir parce qu'on en a conscience. Les ressources sont en perdition, on ne sait pas comment on va faire du béton dans 20 ans. On sait qu'il faut traiter nos déchets alimentaires, on sait qu'il faut qu'on soit, entre guillemets, souverain au moins sur notre énergie et sur notre savoir, et qu'on le transmette. Merci. On va avoir également un retour de l'entreprise Moulineau. Mademoiselle, juste pour vous faire un retour sur l'activité et le retour d'emploi qu'on maîtrise, nous, chez nous, et je remercie mes équipes
chez moi qui font de la formation et de l'insertion. Il y a Julien qui est ici, et si jamais vous voulez, il va lever la main, discuter un petit peu de comment est-ce qu'on recrute en insertion. On a aujourd'hui 7 personnes en insertion, surtout sur le métier, 6 personnes sur le métier de chauffeur et une personne sur le métier d'éco-animateur. Vous connaissez les process d'insertion. On les arme avec des modules de chauffeurs à l'intérieur de ces 6 mois ou 24 mois d'insertion, de manière à ce que quand ils sortent, ils sont chauffeurs-collecteurs. Sur le métier de chauffeur-collecteur, on a formé depuis 1988 chauffeurs-collecteurs titrants. Ils sont titrés, on a formé au niveau des métiers d'éco-animateurs plus de 39 personnes. On a aujourd'hui un taux de retour à l'emploi de 70% chez nous, chez Moulineau. Et on s'est mis avec d'autres entreprises autour de la table en disant, voilà, nous on a un besoin sur ce nouveau métier qu'on s'est créé, cette nouvelle filière, mais si on ne peut pas nous embaucher ces personnes-là qui sont formées, alors c'est aller voir les concurrents et leur dire, ben, mettez-vous autour de la table, les gars, de toute façon vous allez y aller, il vous faudra du personnel, ben, voilà, les territoires aussi, ben, les services aussi de la ville, vous allez, c'est dans vos compétences. Si vous cherchez des mecs compétents, ben, nous on a acté ce nouveau métier, une formation titrante, des gars qui sortent de là, ils sont dans un métier qui est plein de bon sens, et il y a de la croissance dedans. On rentre comme chauffeur, on termine chef d'équipe, on peut gérer après, changer de métier à l'intérieur de nos métiers. Voilà, je pense que c'est permettre à des gens de retrouver du bon sens, tout simplement, avec un métier où quand tu rentres chez toi, le soir, bah, tu es content parce que tu as conduit avec un camion au gaz, tu as collecté, tu peux raconter des choses à ta famille, tu as l'impression d'être un acteur. Je dis toujours à mes gars, on n'est pas là pour sauver la planète, nous. Mais par contre, si on peut, nous, sauver notre société, notre état d'esprit, ça va être bien, avec des vraies valeurs. C'est tout. Le reste, c'est pas notre métier. Ça va être la toute dernière question, pour réponse assez rapide également. Bah, du coup, ça ne sera pas une question. C'était déjà pour vous remercier. J'ai vraiment adoré la table ronde. Et c'était une intervention en forme de publicité, invitation à poursuivre cette discussion le week-end du 1er mai à la Cité Fertile lors des rencontres de l'écologie au travail, qui est organisée en partie par Printemps écologique, donc syndicat écologique. Donc voilà, c'était une invitation à tout le monde. Venez nombreux pour continuer la discussion. Invitation qui est notée et merci pour le retour. 3 petits messages rapides pour terminer, pour conclure la table ronde. Premier message, il y a eu des ateliers cet après-midi. Les restitutions sont à l'extérieur. Il n'y aura pas de restitution sur scène, mais je vous invite juste après la table ronde à aller faire un tour en extérieur et à voir les panneaux de restitution. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, comme je vous le disais en introduction, on diffuse sur la chaîne YouTube du Grand Rebond à chaque étape des émissions, des interviews et un certain nombre de tables rondes, comme c'est le cas aujourd'hui. Elle a été enregistrée, donc elle sera disponible sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller sur la chaîne, sur le site Le Grand Rebond pour retrouver tous les contenus. Et le troisième, le plus important, qui va être très rapide, c'est un grand merci à nos intervenantes, à nos intervenants, et puis à vous toutes et tous d'avoir participé activement pour votre écoute. Bonne soirée.